Bienvenue à cette nouvelle conférence d'amour-unité. Nous acceptons volontiers les lois physiques, comme celle de la gravitation par exemple, et la pesanteur ne serait pas très pratique et saine. Sur le plan intérieur, souvent nous ne passerions qu'il y ait aussi des règles, et nous l'ignorons facilement. Ce sont pourtant des lois d'amour essentielles. Regardons déjà, qu'est-ce qu'une loi ? Une entreprise, une association qui se crée, se donne un règlement intérieur, des statuts, un sport, un jeu, a ses règles, a son règlement. Une famille a ce qui se fait ou non, les heures de repas, les tâches sont réparties, mettre la table, faire la vaisselle, etc. Toute entité ainsi se manifeste en définissant des lois. C'est comme l'expression de la volonté d'un être. Nous voyons souvent les planètes, les étoiles, etc. juste comme un décor et comme un monde de matière inerte. Et cela nous permet de nous considérer comme le sommet de la création, ce qui a un côté pratique, agréable. En fait, ce sont de grands organismes, de grandes vies. Prenons-le en tout cas comme hypothèse. La galaxie, par exemple, a la grande loi d'attraction qui tend à réunir, à révéler l'unité sous les apparences. Quand Newton a reçu une pomme sur la tête, selon la légende, il a appelé ça l'attraction universelle. C'en est une expression, les masses effectivement s'attirent entre elles. Les scientifiques travaillent sur les formes, sur le matériel, mais la loi d'attraction est beaucoup plus large. On peut l'exprimer comme s'attire ce qui est en affinité. Par exemple, qui se ressemble s'assemble, dit-on. Et on rencontre ça largement dans les communautés physiques, les immigrés qui se regroupent souvent en communauté. On connaît bien ça sur les réseaux sociaux également. On dit aussi souvent les grands esprits se rencontrent. Expression d'attraction, ou encore lorsque l'élève est prêt, le maître est là. Toutes les synchronicités qu'a bien étudié Jung peuvent être regardées à travers cette loi d'attraction. Une conséquence aussi de cette loi, c'est que nos cellules tiennent ensemble, que l'on ne perd pas en général un doigt quand il y a beaucoup de vent. Notre organisme a sa cohésion. Nos cellules sont attirées l'une envers l'autre et manifestent la cohésion de l'organisme tout entier. Mais si on regarde cette hypothèse de loi dans la vie intérieure, cela nous pose une question de suite. S'il y a des lois intérieures, qu'en est-il de notre liberté, de notre libre arbitre ? Si nous ne pouvons pas sauter du 3e étage, ça ne nous empêche pas de nous sentir libres en général. Et en fait, la pesanteur, comme je disais en introduction, est difficile à vivre. Il n'y a pas la possibilité de garder de l'eau dans un verre, par exemple, ou des aliments dans un récipient ouvert. C'est gênant. Les astronautes également connaissent une perte musculaire rapide. Ça a des inconvénients notables. On connaît aussi les lois en dehors des lois physiques, par l'expérience des lois imposées par pouvoir. Et c'est souvent pour ça que l'on a une réticence par rapport à cette notion de loi. Il faut payer les impôts, il est interdit de dissimuler des revenus. C'est assez infantilisant et coercitif. Nous allons voir qu'en fait, les lois intérieures libèrent parce que ce sont des lois d'amour. Elles ne sont pas imposées, elles sont un cadre qui permet l'apprentissage, l'évolution, à mesure où nous les reconnaissons, les acceptons et les respectons. Comme pour jouer au football, eh bien, il y a des règles, c'est ce qui permet de jouer, sinon il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de football, ça permet de s'entraîner. Voilà, les lois forment un cadre d'apprentissage, de progression. Il y a une correspondance entre les lois intérieures et extérieures, comme nous l'avons vu pour la loi d'attraction. En fait, les lois extérieures découlent des lois intérieures. La conscience est la cause et l'origine. C'est la conscience qui crée les formes extérieures concrètes que nous voyons à l'extérieur. Par exemple, les scientifiques ont mis à jour 4 lois fondamentales à la base de tous les phénomènes physiques.
La gravitation, la loi d'électromagnétisme, l'interaction faible et forte dans le noyau, et ils sont convaincus que ces 4 lois peuvent se réunir. Ils ont déjà réussi à en réunir 3. Il leur reste la gravitation à réunir avec les 3 autres. En fait, cela correspond effectivement à une seule loi. Sur le plan intérieur, c'est la loi qui dit que tout est un, qu'il y a une unité fondamentale. La loi d'attraction en découle d'ailleurs. La vie est une. Il y a une multitude de formes de vie, mais on peut distinguer vie et existence. C'est important de le faire. L'existence a un début, qu'on appelle la naissance, et une fin que l'on appelle le décès. Il n'est pas du tout prouvé que la vie est aussi un début et une fin. La vie peut être vue comme une. C'est une unité diversifiée qui prend de multiples formes. Nous sommes tous différents, par exemple. Nous sommes tous des formes de vie différentes. Nous avons tous notre individualité à l'intérieur d'une grande vie une. De même, il a été observé que même tous les flocons de neige sont différents. C'est merveilleux. Dans cette unité, il y a une diversification à l'infini dans les formes. Jésus disait, ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. C'est une expression de cette loi d'unité, ou encore la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Cela correspond à cette unité que nous sommes avec les autres. Et cette règle d'or est d'autant plus valable que l'unité se met en œuvre par une autre loi, la loi de cause à effet. C'est une forme d'attraction également. L'intérieur attire l'extérieur qui est en infinité. On récolte ce que l'on sème, comme on dit, est assez évident dans le jardinage. Si on sème de la colère, il y a des chances que l'on reçoive de la colère en contrepartie. La méfiance engendre la méfiance, mais aussi la confiance engendre facilement la confiance. C'est comme un boomerang qui revient par rapport à ce que l'on a envoyé. En physique, il y a la loi d'action-réaction. Si on pousse un mur avec une certaine force, le mur nous pousse dans l'autre sens avec la même intensité. La loi de cause à effet est une expression de la loi d'action-réaction sur un plan beaucoup plus large. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité, c'est au contraire un apprentissage. La vie nous représente la situation quand elle n'est pas aboutie, quand nous ne l'avons pas complètement intégrée, de façon à ce que l'on apprenne mieux cette expérience, que l'on l'intègre plus. La loi de cause à effet est un grand enseignant pour le règne humain. Les effets nous sont souvent représentés avec un décalage dans le temps, qui nous donne le temps d'apprendre une réponse meilleure, d'acquérir de nouveaux éléments pour pouvoir répondre mieux la prochaine fois que la situation nous sera présentée. C'est une grande loi d'équilibre. Quand on est dans un extrême, elle nous ramène plus vers le centre, elle nous enseigne la voie du milieu. On retrouve progressivement, à travers cette loi de cause à effet, l'équilibre entre un extrême et l'autre, une attitude excessive dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi une loi de justice, parce que ce que l'on rencontre a sa cause, et la loi nous amène à nous confronter aux résultats de nos actes. Après, au cours de l'évolution humaine, 3 lois entrent en jeu successivement. Déjà, la loi de priorité, c'est donner la priorité à l'essentiel, donner la priorité à notre être intérieur par rapport à notre expression dans le monde, notre personnalité. Notre être intérieur profond, l'âme, représente le but que nous avons au fond de nous-mêmes. La personnalité nous en donne le moyen. C'est par elle que nous faisons nos expériences, nos apprentissages. C'est par elle que nous pouvons agir dans le monde et contribuer à le changer. Il ne s'agit pas de négliger la personnalité, tout à fait fondamentale pour notre évolution et notre action dans le monde. Mais la loi de priorité nous dit quel est l'essentiel et nous donner l'importance à ce qui est fondamental. Donc elle nous amène à nous poser des questions.
Quelle est la priorité dans l'utilisation de mon temps? Est-ce que je prends le temps pour une méditation et après peut-être je regarderai un film ou une série? C'est un choix, c'est une priorité. Et progressivement, on est amené à donner la priorité de plus en plus à cet être essentiel en nous. Même chose pour mon argent, même chose pour mon énergie. Où est l'utilisation essentielle de ces forces que je peux manifester? Il s'agit de se donner à notre être profond, à notre âme. On peut l'appeler aussi la loi de don. La personnalité est habituellement centrée sur elle-même. Elle pense être son propre but. Nous pouvons aller vers un but plus essentiel. Cette loi nous amène progressivement vers un but plus profond et plus essentiel. Ensuite, sur le chemin, nous rencontrons la loi d'impulsion magnétique. La loi de cause à effet nous réunit. Si nous avons une relation à clôturer avec quelqu'un, un attachement excessif, ou quand nous avons fait mal à quelqu'un, ou que quelqu'un nous a fait mal, la situation nous est représentée pour qu'on nous donne une meilleure réponse. Particulièrement, la loi d'impulsion magnétique attire les personnes qui ont un travail spirituel à faire ensemble, des couples par exemple, pour donner une éducation constructive à des enfants ou pour développer une créativité ensemble, artistique, spirituelle. Des groupes de méditation par exemple, peuvent être attirés pour se réunir, soit sous forme objective, se réunir physiquement dans une salle, soit sous forme subjective, se réunir par la pensée. On peut se relier aux autres méditants avant une méditation. C'est important, c'est une forme de réunion subjective que nous amène à apprendre cette loi d'impulsion magnétique. Ensuite, une troisième loi, en sens pour nous, c'est la loi de service. Le service n'est rien moins que la note clé de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés. C'est l'expression naturelle de notre être profond, de notre âme. Le service est son rayonnement naturel que nous avons à manifester. Servir plus grand que nous-mêmes donne sens à notre existence, essentiellement en groupe. Le service est une activité de groupe puisque notre âme est essentiellement conscience collective. Le vrai service se distingue de rendre service. Dans un premier temps, cette loi est entendue comme rendre des services aux personnes autour de nous. Cela part encore de la personnalité, c'est assez factuel. Comme cela, on peut soigner, on peut aider quelques personnes, mais on ne guérit pas vraiment. Et on peut remarquer que rendre service, eh bien, il y a aussi des bénéfices personnels pour la personne qui agit comme cela. Elle en retire aussi des remerciements, souvent une valorisation, etc. Ça reste sur le plan de la personnalité. Le vrai service, c'est un service par rayonnement, c'est-à-dire laisser passer à travers notre personnalité la lumière, l'amour de notre être profond. Et laisser rayonner à travers nous dans le monde. Cela est le service par lequel nous amenons l'énergie de notre être profond, de notre âme dans le monde. Sans la diriger, elle sait très bien où elle doit aller elle-même, mieux que notre personnalité. Nous le faisons souvent en méditation. C'est l'objet particulièrement de la méditation. Et puis, on est amené à avoir ce rayonnement, que l'on en rend compte ou non, dans la vie quotidienne, par notre présence, par quelques paroles de sagesse, par un rayonnement naturel qui ne part pas de la personnalité. La personnalité n'y cherche pas de gratification. Ces différentes lois, progressivement, imprègnent la matière de vibration supérieure, élèvent sa vibration, et pour cela, l'humain est un intermédiaire, un transmetteur. Il a à connaître ces lois, les reconnaître, les accepter et les intégrer dans la matière, en faire preuve dans le concret de son existence. La manifestation de ces lois passe par un plan au niveau de la Terre qui représente comme un programme d'action et qui est un programme pédagogique pour les humains. C'est comme une boussole. Quelles sont les valeurs à cultiver maintenant? Quelle est l'étape suivante de mise en œuvre de ces lois?
Étape suivante de progression de leur réalisation. Le plan s'adapte et est établi à chaque niveau, au niveau de la Terre entière, au niveau de l'ensemble des serviteurs qui veulent servir notre belle planète, au niveau d'un groupe de méditation par exemple, et finalement au niveau individuel, qu'est-ce qu'il est intelligent de faire à ce moment même. De même qu'un plan d'architecture dans un projet important est réparti par métier, par entreprise, par travailleur, et puis adapté à chaque niveau. Et le Capricorne, auquel correspond cette conférence, est une période propice pour développer un peu plus la perception du plan et des lois. C'est le début de la période d'alignement où nous élevons notre vibration, nous développons une purification pour ensuite, dans la période de printemps, être prêt à contacter les énergies subtiles. C'est pendant le printemps que l'on est le plus réceptif aux énergies subtiles. Cela est souvent non conscient, mais nous les recevons à travers nous. Ensuite, pendant l'été, c'est l'étape de distribution où elles descendent à travers nous, elles nous transforment et elles diffusent à travers nous, autour de nous. Et on finit, pendant la période d'automne, par une assimilation de ce qui a été reçu et de ce qui a été réalisé à partir de ces énergies, par une action éventuelle, concrète, et par un bilan. Tout ceci, c'est un rythme annuel, c'est une respiration. Et le Capricorne représente le début de la période d'hiver et de cette période d'alignement sur les énergies subtiles. C'est le début de l'année où on se donne souvent des bonnes résolutions. Elles sont souvent sur le plan personnel, mais on peut aussi les vivre comme des buts intérieurs, comme des buts plus essentiels. Le Capricorne ainsi est la période propice pour développer un peu plus la perception de la part du plan qui nous revient et des lois qui nous sont accessibles dans le moment présent. Préciser plus, renouveler la responsabilité que nous pouvons y prendre, que nous choisissons d'y prendre parmi les autres. Et la méditation est un outil fondamental pour ressentir la perception de ces lois, la perception un peu plus grande du plan terrestre. Nous pouvons maintenant faire un temps de méditation guidée pour intégrer ce que nous avons vu dans cette conférence et pour ressentir plus la présence de ces lois dans notre vie intérieure. Donc je vous propose de vous installer pour un temps de méditation guidée, de prendre une bonne assise, avec le dos droit de préférence, et de laisser votre corps progressivement se calmer, s'immobiliser. De même, nous pouvons laisser nos émotions, nos désirs se calmer, se décanter. Laissez tout ce plan sensible devenir comme un lac calme, lisse. Il peut refléter la lumière au-dessus. De même, nous pouvons laisser nos pensées se calmer, se décanter. Si des idées urgentes se présentent ou importantes, il peut être bon d'avoir un papier à côté de façon à pouvoir prendre quelques notes et les déposer.
Et nous pouvons à partir de là nous concentrer, nous rendre disponibles pour ce temps de méditation en nous concentrant au niveau du front, entre les sourcils. C'est le siège de notre personnalité. Pendant que nous sommes à ce niveau-là, nous pouvons regarder combien la personnalité cherche à se servir. Elle ramène ce qu'elle perçoit à elle-même. Et maintenant, nous pouvons élever notre conscience à travers la tête, vers le sommet de la tête, un peu au-dessus, quelques centimètres. C'est le centre coronal, siège de notre être profond, de notre âme. Elle nous relie aux autres, aux êtres qui nous sont chers, et de proche en proche à des personnes plus lointaines. Elle nous relie aux autres méditants, même si nous sommes seuls chez nous, il est important de se relier aux autres méditants, parce que la méditation est une action de groupe, essentiellement. Notre âme est essentiellement conscience collective. Sur son plan, il y a une loi de priorité, de don. De donner la priorité à l'essentiel en nous, à cet être profond. Notre personnalité, progressivement, se donne à son essence.
Nous pouvons aller jusqu'à avoir le sentiment de nous fondre en notre être profond, en notre âme, comme le sucre se fond dans l'eau. Ces molécules restent tout à fait présentes dans l'eau, elles agissent, mais elles sont offertes. Elles n'apparaissent plus. Nous pouvons avoir le sentiment d'aller jusqu'à devenir notre âme, c'est notre moi profond. Notre personnalité se donne potentiellement, pleinement à son essence pour accomplir son rôle dans le monde. Nous pouvons maintenant laisser diffuser à travers nous ce qui a été contacté dans cette méditation, dans la conférence avant. Laisser diffuser la lumière, l'amour qui a été contacté, consciemment ou non, principalement sur l'expiration. Laissons diffuser ce que nous avons vécu. C'est notre service dans cette méditation. Terminons sur un temps d'intégration. Qu'est-ce qui a été marquant, important dans cette conférence? Est-ce que vous voulez retenir, peut-être approfondir? Et puis, nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux et prendre contact avec le lieu autour de nous. Voilà une pratique de sensation plus grande de cette loi de priorité, de don.
Il est utile de répéter ce genre d'expérience. Cela s'approfondit progressivement. Progressivement, nous sommes plus sensibles, notre sensibilité se développe et nous pouvons percevoir de plus en plus d'éléments, consciemment ou non. Ça n'a pas grande importance dans un premier temps. Ça nous transforme progressivement et ça rayonne à travers nous, naturellement. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.